niveau. Je vais vous parler des traitements médicamenteux qui sont un de nos intérêts à Genève. Je vous présenterai l'essai clinique que nous avons mené ou que nous sommes en train de mener à Genève dans l'équipe du professeur Eliès. Et puis, on discutera de quelques conclusions, quelques messages à la fin. Donc, je vais d'abord commencer par introduire ce qu'on entend par les troubles de l'attention et pour ça, je vais utiliser une définition qui est pour la population générale, donc pour toutes les personnes avec ou sans délétion. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs versants, enfin il y a deux versants dans les troubles de l'attention. On distingue en fait les symptômes qui sont plutôt de l'inattention et de ceux qui sont plutôt de l'hyperactivité ou de l'impulsivité. Et puis pour vous donner quelques exemples, donc des exemples de symptômes de l'inattention, c'est des jeunes qui ont de la peine à faire attention aux détails, qui sont souvent distraits, qui ont du mal à suivre le fil d'une conversation ou qui se perdent, qui se perdent dans la conversation ou qui perdent leurs affaires et qui se fatiguent énormément en fait pendant qu'ils essaient de rester concentrés. Et on distingue ça du versant plutôt hyperactif où on voit que c'est des jeunes qui sont très en mouvement, qui remuent sans cesse, qui parlent en continu, qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui ont du mal aussi à attendre leur tour, qui s'immiscent dans les conversations, qui peuvent interrompre et qui sont incapables en fait de se tenir tranquilles sur une durée prolongée. Donc, comment est-ce qu'on évalue ces symptômes-là? Donc, en fait, l'évaluation, elle passe par un entretien avec les parents et où on peut compléter avec des questionnaires. Ces difficultés que je vous ai citées là, je vous en ai donné quelques exemples. C'est important qu'elles soient présentes en fait dans le développement des jeunes. Donc, en général, pour qu'on puisse poser un diagnostic, on dit qu'elles doivent apparaître avant l'âge de 12 ans, selon le nouveau manuel de classification. Ça doit être aussi observable dans plusieurs types de situations. Ça doit par exemple pouvoir être vu à la maison, à l'école, dans des activités extrascolaires. Il faut se méfier quand les troubles de l'attention sont seulement dans une seule situation. Alors là, il y a peut-être une autre cause en fait qui explique cela. Il faut qu'il y ait une altération aussi significative du fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut que le jeune ne puisse pas fonctionner comme il devrait le faire, aussi en fonction de l'âge, c'est-à-dire que des très jeunes enfants, on ne s'attendrait pas à ce qu'ils puissent rester concentrés pendant plusieurs heures, alors que des jeunes qui sont au lycée, ils ont besoin de rester, par exemple, concentrés sur toute une journée à écouter les professeurs. Il faut non plus qu'il n'y ait pas d'autres troubles qui permettent de mieux expliquer ce qu'on observe. Par exemple, des difficultés de sommeil très importantes qui peuvent faire, on sait que ça peut faire aussi des fluctuations de l'attention, des difficultés scolaires qui fait qu'on décroche et puis qu'on n'est pas à son affaire à l'école, des problèmes d'humeur ou d'agitation psychique. Et puis toutes ces observations qu'on récolte auprès des parents où on leur pose un certain nombre de questions, elles peuvent aussi être complétées avec des tests standardisés en général sur l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la délétion 22 ou dans la microdélétion 22? On sait que ces troubles-là, les troubles de l'attention, ils sont vraiment très fréquents. Et comme mes collègues l'ont présenté ce matin, le professeur Elias et le professeur Schneider, la prévalence en fait chez les enfants et les adolescents, elle est à peu près 37%. Donc, c'est quand même une grosse partie des jeunes qui auront des troubles de l'attention. Et il y a aussi une persistance chez l'adulte avec environ 16% des adultes qui remplissent toujours les critères de l'attention. Pour vous donner une idée, j'ai mis à côté ce qu'on appelle le TADA développemental ou les déficits d'attention sans délétion. Là, les prévalences sont nettement moins hautes. Donc, on parle de 5,3% des enfants et adolescents de la population générale et 2,5% des adultes. Vous avez peut-être aussi entendu ce matin qu'une des particularités des troubles de l'attention dans la microdélétion 22, c'est que le versant inattentif est prédominant ou plus représenté. C'est-à-dire que les symptômes qu'on observe, c'est plus souvent des symptômes d'inattention chez entre 61 et 79% des personnes, alors que dans le TADA sans délétion, à ce moment-là, c'est plutôt le versant combiné, donc à la fois des symptômes d'inattention et d'hyperactivité qui est le plus représenté, et le sous-type ou la version inattentive, elle représente qu'environ 20%. Du fait que ce versant inattentif, il est plus important ou il est plus représenté, c'est aussi, ça fait que ces difficultés, elles sont plus discrètes et elles sont plus difficiles à identifier. C'est des jeunes qui ne dérangent pas, mais qui ont facilement tendance à décrocher, par exemple en classe ou au travail. Et parfois aussi, même si elles sont identifiées, ces difficultés, elles peuvent être mises sous le compte d'autres difficultés. Par exemple, de l'efficience intellectuelle plus basse ou de troubles des apprentissages.
Et puis, je voudrais vous présenter aussi le travail de ma collègue Fiona Journal, qui travaille dans notre équipe et qui s'est intéressée à l'évolution de ces symptômes au cours du temps ou au cours de l'âge. Donc, elle a regardé chez 157 individus avec une délation 22q11. Donc, c'est toutes des personnes qui avaient une microdélation, mais indépendamment de s'ils avaient un diagnostic de déficit d'attention en plus. Et puis, on les a évalués plusieurs fois, ou ils ont été interrogés plusieurs fois. Donc, chaque point que vous voyez sur le graphique ici représente une des évaluations. Et puis, on les a évalués entre l'âge de 5 à peu près 18 ans. C'est arrêté à 18 ans pour cette étude-là. Donc, ce que vous voyez ici dans le nombre de symptômes, c'est en fait chaque fois qu'un des symptômes d'inattention que vous voyez en orange ou hyperactivité que vous voyez en rouge est rapporté, on compte un chiffre 1. Donc, par exemple, cette personne, elle a un symptôme d'hyperactivité, cette personne, elle a 8 symptômes d'inattention. D'accord ? Et puis, ce qu'on peut voir, ce qui est important dans ce graphique, c'est que la première chose, c'est qu'on peut voir que les symptômes de l'inattention, ils sont largement plus représentés. Donc, la moyenne en fait, des symptômes, elle est plutôt autour de 5, alors que la moyenne des symptômes de l'hyperactivité est beaucoup plus basse. Et puis, au fil du temps, il n'y a pas beaucoup de changements chez les jeunes. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, il y a une certaine stabilité. Donc, ils continuent d'avoir des symptômes d'inattention, alors que les symptômes de l'hyperactivité ont plutôt tendance à disparaître. Donc ça, c'est important aussi pour la prise en charge parce que ça veut dire qu'à l'âge de 18 ans, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de déficit d'attention. Au contraire, il faut vraiment rester attentif à ces symptômes parce qu'ils persistent plus tard chez les jeunes adultes. Et puis pour les jeunes adultes qui font une formation aussi, ça peut être important d'être soutenu sur ce plan-là. Donc là, je vais vous parler un peu de la prise en charge. Donc, comme vous l'avez vu ce matin, il y a plusieurs façons de prendre en charge les troubles de l'attention. Moi, je vais me centrer surtout sur les traitements médicamenteux parce que c'est ce qui nous a intéressés dans le cadre de l'étude que je vais vous présenter. Donc, les recommandations européennes, elles suggèrent le méthylphénidate en première ligne. Donc, c'est la première médication qu'on essaye. Dans le commerce, vous l'avez déjà peut-être entendu sous le nom de Ritaline, Concerta, Medikinet ou Quasim. Donc, on connaît très bien cette molécule du méthylphénidate. Elle a été étudiée dans de nombreuses études chez les personnes qui n'ont pas de délétion. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des effets vraiment très bons sur l'amélioration des symptômes. Donc, ça réduit les symptômes du déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. Ça améliore aussi les tests cognitifs, donc le fonctionnement cognitif qu'on peut observer autour de ce déficit d'attention. Donc, ça améliore les valeurs de l'attention et aussi des fonctions exécutives. Donc, juste les fonctions exécutives, c'est c'est un ensemble de processus qui nous permet en fait de formuler des goals, de planifier comment les atteindre et puis de les réaliser avec succès. Et dans cette étiquette, on entend par exemple la planification, l'organisation, la flexibilité mentale aussi, changer d'une tâche à l'autre, ou encore l'inhibition, comme de savoir quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Et puis finalement, il y a une amélioration des tests cognitifs sur l'attention et les fonctions exécutives, mais aussi d'autres domaines cognitifs tels que l'apprentissage, la mémoire et aussi la motricité fine, qui ont un effet où on voit que le traitement aide ces jeunes. Et puis, ce qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que c'est un traitement qui est bien connu, mais aussi très bien supporté chez la majorité des jeunes. Alors, ça ne veut pas dire tout le monde, mais la majorité des gens le supportent bien. Et les effets secondaires qu'on observe principalement sont autour de l'appétit, donc une diminution de l'appétit, et du sommeil avec des difficultés d'endormissement. Donc ça, c'est pour les jeunes sans délétion. Et puis, ce traitement-là, dans la délétion 22, qu'est-ce qu'on en sait? Donc, les personnes avec une microdélétion 22, elles ont un risque plus élevé en fait d'avoir des troubles psychiatriques de toutes sortes. Et puis, cette probabilité élevée, elle est aussi reliée à justement une probabilité de prendre un médicament à un moment donné de sa vie pour ces personnes. On observe une certaine prudence chez les cliniciens à prescrire un traitement. Donc, souvent, vous savez que pour la microdélétion 22, c'est des situations qui sont intriquées, qui sont complexes, avec un ensemble de difficultés plutôt qu'on appelle somatiques, comme par exemple les malformations cardiaques, l'hypocalcémie, on en a parlé un peu ce matin, mais aussi de troubles psychiatriques. Et tout ça, ça va ensemble, donc on est obligé de tout traiter ensemble. Et il y a aussi une certaine multidisciplinarité, donc beaucoup de personnes qui sont engagées pour aider et pour la prise en charge. Et des fois, ça fait que c'est plus compliqué en fait de trouver une bonne ligne de traitement.
Donc, ce qu'on a pu voir dans la littérature, c'est que chez les personnes qui ont une délétion 22 et un diagnostic de déficit d'attention, seulement 34% de ces personnes reçoivent un traitement sous la forme de stimulants, comme le méthylphénidate. Et il y a seulement 2 études qui ont évalué en fait les effets et la sûreté de ce type de traitement spécifiquement dans une population avec une microdélétion 22. Donc, je vais vous en parler un petit peu ici. Je vous ai synthétisé les résultats de ces 2 études. Ces 2 études qui proviennent de l'équipe de Tel Aviv en Israël, du professeur Godelf. Donc, ce qu'elles ont pu montrer toutes les deux, c'est qu'il y avait une sécurité de ce traitement, apprendre ce traitement dans la microdélétion 22. Donc, ils n'ont pas observé de complications cardiovasculaires significatives une fois que les jeunes prenaient le traitement de méthylphénidate. Il n'y avait pas non plus d'émergence de symptômes psychotiques avec un suivi à 6 mois, ce qui était aussi une très bonne nouvelle. Et les effets secondaires les plus fréquents qu'ils ont pu observer, c'était autour de l'appétit. Alors, il y avait des effets secondaires qui étaient fréquents, mais ils étaient souvent de faible intensité, ce qui est aussi une bonne nouvelle. En plus de ces éléments de sûreté du médicament, ils ont aussi observé une efficacité, notamment avec une diminution des symptômes du déficit d'attention d'environ 40% et une amélioration des performances cognitives de l'attention et des fonctions exécutives. Donc, nous, on a aussi voulu nous intéresser à cette question à Genève. Donc, peut-être un certain nombre d'entre vous vont reconnaître le campus biotech à Genève où nous avons mené cette étude. Et puis, les questions auxquelles nous avons essayé de répondre sont quelle est la tolérance au traitement? Quels sont les effets secondaires qu'on observe le plus souvent chez les jeunes que nous avons vus? Quelle est l'efficacité de ce traitement est-ce que ça aide au quotidien? Est-ce qu'il y a différents domaines cognitifs qui sont plus sensibles? Est-ce que l'âge peut jouer un rôle? Et puis aussi les effets du traitement à long terme. Est-ce qu'il y a un gain qui est différent si on prend le médicament seulement pendant une courte période ou si on le prend depuis plusieurs années? Et puis, on s'est intéressé aux modifications du cerveau à long terme qui sont entraînées par ce traitement. Et notre objectif principal, c'était d'offrir en fait un conseil éclairé aux professionnels et aux familles parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment une question qui interrogeait beaucoup, beaucoup de familles et professionnels. Donc, avant que je vous présente les résultats, j'aimerais vous dire que que nous n'avons pas de conflit d'intérêt à Genève. Notre étude, elle est soutenue par le Fonds national suisse pour la recherche. Nous n'avons pas de lien avec les sociétés pharmaceutiques. Notre recherche est faite pour les familles et au service des familles. Donc, nous avons dans notre étude, elle s'adresse particulièrement aux personnes porteuses de la délétion 22, âgées entre 8 et 25 ans. Et puis, nous avons 2 groupes. Donc, un groupe que nous avons appelé naïf. Et ce groupe naïf, c'est en fait des personnes qui n'ont jamais eu de prescription de méthylphénidate. Et puis, un autre groupe qui s'appelle le groupe qu'on appelle consommateur, qui sont des personnes qui ont une prescription de méthylphénidate au moment où on les reçoit, à qui on demande en fait de l'interrompre pendant un petit moment. Donc là, vous voyez comment se passent quelles sont les différentes visites. Donc, chaque fois, une visite, c'est une évaluation sans le traitement, avec le traitement, puis sans le traitement. Et puis pour le groupe consommateur, c'est sans traitement et avec traitement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une évaluation? On évalue un certain nombre de variables. On s'intéresse à toutes sortes de choses. On s'intéresse aux symptômes cliniques, du déficit d'attention, mais aussi les symptômes de la psychose. On s'intéresse aux tests cognitifs. On en a toute une panoplie qu'on fait passer. On fait passer aussi un électroencéphalogramme, donc ce qu'on appelle le bonnet pour regarder les... 5 minutes, Johanna. Oui, pardon? 5 minutes. OK, je vais aller plus vite. Un électroencéphalogramme, une IRM aussi pour les aspects de neuroimagerie et la perception sensorielle. Donc, c'est une étude qui est encore en cours. Les résultats que je vais vous présenter ici portent sur ces 23 personnes qui ont terminé l'étude. Donc, il y avait 16 personnes qui étaient naïves et 7 personnes qui étaient consommatrices. Donc, sur les effets d'abord sur les symptômes du TADA. Donc, ce qu'on a vu en demandant en fait aux parents, en leur demandant d'évaluer en fait les différents symptômes. Donc, ça, ce sont les différents symptômes que je citais au début. Donc, par exemple, fait beaucoup d'erreurs d'inattention, le maintien de l'attention. Et puis, on leur a demandé d'en évaluer la sévérité. Et puis, on voit qu'il y a en fait chaque fois qu'il y a une étoile ici, il y a une baisse de la
sévérité de ces symptômes avec le traitement. Donc, en gris foncé, vous avez sans le Concerta et en gris clair, vous avez avec. Sur la partie du haut, vous avez l'inattention et la partie du bas, vous avez l'hyperactivité. Et puis, ce qu'on retient en fait de ce graphe, c'est que les symptômes d'inattention, ils s'améliorent beaucoup plus que les symptômes d'hyperactivité, mais ils sont aussi beaucoup plus fréquents dans la microdélation 22. Après, on s'est intéressé aussi à tout un tas de mesures sur l'attention. On a surtout sur un test standardisé qui s'appelle le CPT-3. Et puis là aussi, vous voyez toutes ces variables que le test nous donne. C'est le test qui est ici en haut sur la petite vidéo. Donc, vous devez appuyer chaque fois qu'il y a une lettre, sauf quand il y a la lettre X. Et puis, quand il y a une étoile, ça veut dire que ces variables-là ou ces performances-là, elles se sont améliorées. Et ce qu'on a pu voir chez les personnes avec une microdélation 22, c'est que les participants, ils arrivaient à rester plus attentifs à la tâche et ils allaient plus long et ils avaient moins de fluctuations de l'attention pendant cette période-là. Donc, on a vu qu'il y avait une efficacité de ce médicament sur l'attention. On s'est aussi posé la question sur d'autres processus cognitifs, comme je vous les ai présentés un petit peu au début. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des effets positifs, une amélioration significative sur l'inhibition, donc le fait de s'arrêter au bon moment, mais pas tellement sur d'autres fonctions cognitives comme la flexibilité cognitive, la planification ou l'initiation. Il y avait des effets un peu mitigés sur la vitesse de traitement, donc le fait de travailler plus rapidement, et pas d'effet significatif sur l'apprentissage ou la mémoire dans notre étude. Donc, ces résultats sont quand même en faveur d'une certaine spécificité. Et puis, je voudrais vous parler encore des effets secondaires. Donc, ça, c'est sur la partie du groupe à qui on n'avait jamais prescrit le méthylphénidate. Et puis, ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez ici avec les barres. Donc, ça représente les différents effets secondaires qu'on a évalués. Et puis, il faut se dire que dans gastro-intestinal, par exemple, il y a des maux de ventre, mais il y a aussi la diminution de l'appétit. Et puis, dans les difficultés de sommeil, qui sont les deux les plus représentées, on parle surtout, enfin, les personnes rapportent surtout des difficultés à s'endormir le soir. Donc, ce qu'on voit, c'est que les effets secondaires, ils sont très fréquents. Sur les 16 personnes qui étaient évaluées, 15 ont présenté au moins un effet secondaire, mais vraiment que ça concerne principalement tout ce qui est gastro-intestinal et difficultés de sommeil. Et puis, il faut aussi noter qu'aucune des personnes n'a dû interrompre le traitement à cause des effets secondaires. Donc, je vais aller un peu rapidement là-dessus. Pour vous parler un peu du message général, donc il faut, je pense, avoir en tête que les troubles de l'attention sont vraiment très fréquents et qu'ils sont persistants à l'âge adulte dans la microdélation 22, que les manifestations sont différentes, donc l'inattention est au premier plan et que parfois ces symptômes peuvent être confondus avec d'autres difficultés. Et puis, j'espère que vous aurez vu qu'à Genève, nous avons pu montrer l'efficacité de ce traitement avec une amélioration des symptômes, une amélioration de certaines des performances cognitives, notamment l'attention et l'inhibition, et une bonne tolérance, c'est-à-dire que malgré qu'il y ait des effets secondaires qui étaient fréquents, ils étaient toujours de faible intensité, ce qui était plutôt encourageant. Oups, je vais aller un peu vite. Et peut-être une chose qui vous aura marqué, c'est qu'on a un grand groupe de personnes naïves, mais un petit groupe de personnes consommatrices. Et du coup, nous cherchons toujours des participants qui prennent actuellement un stimulant, le Concerta ou un autre, pour participer à notre étude, pour qu'on puisse vraiment faire la différence entre qu'est-ce que c'est de prendre un stimulant à court terme ou à plus long terme. Et avec tout ça, j'aimerais remercier toutes les familles sans qui ces recherches ne pourraient vraiment pas être possibles, toutes les associations de familles, notamment Génération 22 et Connect 22 pour la réunion d'aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci Johanna. On a Merci beaucoup. Un commentaire qui est beaucoup revenu, c'est quoi la différence entre la Ritaline et le Concerta? Donc, en fait, il y a de raison de penser que les résultats seraient différents pour la Ritaline.